Le calme apparent qui règne dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand ce matin-là n'a rien d'apaisant. Il s'agit d'un silence lourd, presque pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle après les tensions de la veille. Dans cet environnement chargé, Rose Latour avance avec une retenue inhabituelle, consciente du regard des autres, mais surtout du poids des mots qui continuent de résonner en elle. L'humiliation publique infligée par Emmanuel Tessier n'a pas seulement atteint sa position professionnelle, elle a fissuré quelque chose de plus profond, une confiance qu'elle avait mis des années à construire. Chaque pas dans ces couloirs lui rappelle à quel point sa légitimité est fragile, constamment remise en question, parfois sans appel. Lorsqu'elle s'enferme enfin dans son bureau, la solitude agit comme un révélateur brutal. Le silence qui l'entoure ne la protège pas, il amplifie au contraire ses doutes. Sur son bureau, une feuille blanche devient rapidement le symbole d'un choix irréversible. Le geste d'écrire n'est pas immédiat, il naît d'une lutte intérieure, d'une hésitation prolongée entre abandon et résistance. Peu à peu, les mots prennent forme sous sa main. Ils ne sont pas seulement administratifs, ils sont le reflet d'un épuisement moral. À mesure que la lettre de démission se construit, c'est toute la perception qu'elle a d'elle-même qui se dégrade, comme si les critiques de Tessier s'étaient transformées en vérité absolue. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'Institut, la confrontation entre Marc Leroy et Emmanuel Tessier révèle une tension bien plus profonde qu'un simple désaccord professionnel. Marc tente d'introduire une nuance, de rappeler que la sévérité ne doit pas devenir une forme d'acharnement, mais Tessier, fidèle à sa logique implacable, refuse toute remise en question. Dans son esprit, Rose a échoué à un moment crucial et doit en assumer les conséquences, peu importe les dommages collatéraux. Cette rigidité, qui a souvent fait sa force, devient ici une arme dirigée contre une collègue déjà fragilisée. Marc, en observateur lucide, perçoit le danger de cette posture, mais se heurte à un mur d'intransigeance. À l'écart de ces tensions, la vie étudiante poursuit son cours, mais elle n'est pas exempte de conflits. Dans les cuisines du restaurant éphémère, Enzo Lopez peine à maintenir l'équilibre face aux affrontements constants entre Tom Azem et Julia Leroy. Leur rivalité dépasse largement le cadre professionnel, alimenté par des personnalités fortes et un besoin permanent de domination. Ce qui commence comme une dispute verbale dans l'économat dégénère progressivement en confrontation physique, mais dans une forme presque dérisoire, marquée par une bataille de nourriture qui contraste avec la violence réelle de leurs émotions. Derrière ce chaos apparent, un basculement inattendu s'opère, la tension accumulée se transforme en une proximité soudaine, presque instinctive. Leur baiser, spontané et sincère, ne résout rien, mais il révèle une vérité qu'aucun des deux ne peut ignorer. Ce moment suspendu, à la fois fragile et intense, marque une rupture dans leur dynamique, même si ses conséquences restent encore incertaines. Au même moment, Clotilde Armand découvre la situation de sa sœur dans son bureau. La simple vue de la lettre en cours d'écriture suffit à comprendre la gravité de la situation. Contrairement à l'attitude de Tessier, Clotilde adopte une approche profondément humaine, cherchant à reconstruire ce qui a été détruit plutôt qu'à condamner. Son intervention ne passe pas par des ordres ou des jugements, mais par un rappel progressif de l'identité et de la valeur de Rose. Elle s'efforce de déconstruire l'impact des paroles de Tessier, en replaçant l'échec dans un contexte plus large, celui d'un parcours riche et d'une compétence indéniable. Cette tentative de rééquilibrage émotionnel agit lentement, mais elle empêche Rose de sombrer complètement dans le renoncement. Dans les cuisines, une autre dynamique se met en place, portée par Lionel Lano. Contrairement à ses camarades, il semble capable de canaliser son énergie dans une vision claire et cohérente. Son idée d'une cuisine basée exclusivement sur les produits disponibles chez Angèle s'inscrit dans une logique presque organique, où la création dépend directement de la nature. La démonstration qu'il propose, soutenue par Mehdi Mabsout, met en évidence une maîtrise technique et une sensibilité culinaire qui dépassent les attentes. Ce moment devient un point de bascule pour Enzo Lopez, qui perçoit immédiatement le potentiel de Lionel. Cependant, alors que certains voient leur avenir s'ouvrir à travers des opportunités concrètes, un autre fil narratif, beaucoup plus sombre, commence à émerger en arrière-plan. Ce fil, encore discret, repose sur une anomalie matérielle qui pourrait passer inaperçue aux yeux de la plupart. C'est précisément cette anomalie que Marc Leroy finit par remarquer. Ce qui, au départ, semble être un simple détail technique attire son attention d'une manière inhabituelle. En s'approchant, en observant plus attentivement, il comprend progressivement que ce qu'il a sous les yeux ne relève pas d'un accident. Le tuyau de la tente hypoxique a été sectionné. La précision de la coupure exclut toute défaillance naturelle. Elle implique une intervention humaine, volontaire, et surtout ciblée.
À partir de cet instant, l'interprétation change radicalement. Il ne s'agit plus d'un incident, mais d'un acte potentiellement criminel. Et dans ce contexte, une question s'impose avec une brutalité évidente. Si ce sabotage n'est pas accidentel, alors quelqu'un, au sein même de l'Institut, a peut-être cherché à tuer Rose Latour. La découverte faite par Marc Leroy ne relève pas d'un simple détail technique oublié dans le tumulte de l'Institut, mais s'impose progressivement comme une anomalie qui ne peut être ignorée. Plus il prend le temps d'observer et de reconstituer les faits, plus une évidence troublante se dessine dans son esprit, transformant ce qui aurait pu passer pour un incident banal en un acte potentiellement intentionnel. Ce basculement dans son raisonnement ne se fait pas brusquement, mais s'installe par accumulation de signes qui, mis bout à bout, excluent la thèse de l'accident. La précision de la coupure, l'emplacement du dispositif et les circonstances dans lesquelles la tente hypoxique a été utilisée convergent vers une seule interprétation plausible. Quelqu'un a agi volontairement. Dans ce contexte, la question de la cible devient centrale, et le nom de Rose Latour s'impose peu à peu avec une logique implacable. Compte tenu de sa présence dans la tente et des tensions récentes qui l'entourent, il devient difficile d'écarter l'hypothèse qu'elle ait été directement visée. Cette conclusion, lourde de conséquences, transforme radicalement la perception que Marc a de la situation, car elle introduit l'idée qu'un danger réel circule désormais au sein même de l'Institut. Pendant que cette inquiétude s'installe, la vie académique continue de suivre son cours, portée par les décisions stratégiques de Emmanuel Tessier. Lorsqu'il réunit les élèves pour annoncer les nouvelles règles du championnat, son objectif dépasse largement une simple réorganisation. Il cherche à corriger un dysfonctionnement qu'il juge incompatible avec l'exigence de l'établissement, à savoir les stratégies d'évitement mises en place par certains étudiants pour ne pas être désignés majors. La nouvelle règle, qui rend tous les élèves éligibles à la sélection, modifie en profondeur la dynamique du groupe. Elle supprime les calculs opportunistes et impose à chacun de se positionner face à ses propres capacités. Cette évolution, bien que présentée comme une ouverture, introduit en réalité une pression accrue, car elle élimine toute possibilité de se cacher derrière une stratégie collective. Les réactions ne se font pas attendre. Plusieurs élèves, dont Bianca, Carla, Joséphine et Lou Novak, manifestent leur volonté de relever ce défi, mais cette motivation s'accompagne d'une prise de conscience implicite. Le niveau d'exigence sera désormais beaucoup plus élevé, et les écarts de compétences risquent de se révéler plus brutalement. Dans un autre espace de l'Institut, les tensions prennent une forme plus directe, notamment dans la gestion du restaurant éphémère. La décision de Enzo Lopez de confier la direction à Lionel Lanour agit comme un catalyseur, révélant des frustrations latentes chez plusieurs étudiants. Ce choix, pourtant fondé sur des critères objectifs liés à la qualité du travail de Lionel, est perçu comme une injustice par ceux qui espéraient accéder à cette responsabilité. Parmi eux, Tom Azem et Julia Leroy ressentent particulièrement cette décision comme une remise en cause de leurs propres valeurs. Leur réaction ne se limite pas à une contestation rationnelle, mais s'inscrit dans une dynamique émotionnelle plus large, où se mêlent ego, rivalité et besoin de reconnaissance. Le fait que ce poste soit assorti d'une rémunération renforce encore davantage ce sentiment d'injustice, en introduisant une dimension concrète à ce qui aurait pu rester symbolique. Dans ce contexte, Lionel lui-même ne peut ignorer les conséquences de sa nomination. Derrière sa posture mesurée, il prend conscience que cette responsabilité modifie son statut au sein du groupe et l'expose à de nouvelles tensions relationnelles. Parallèlement, Rose Latour entame un processus fragile de reconstruction, soutenu par l'intervention de Clotilde Armand. Cette reprise ne se fait pas dans l'enthousiasme, mais dans une forme de détermination prudente, où chaque geste est empreint d'une volonté de ne pas céder totalement au découragement. En retournant en cuisine aux côtés de Colline et Ferdinand, elle choisit délibérément de faire face à son échec en reprenant la recette qui lui a valu tant de critiques. Ce choix traduit une posture active face à la difficulté, car il ne s'agit plus seulement de réussir un plat, mais de rétablir une légitimité mise à mal. Le travail s'effectue dans une concentration accrue, chaque étape étant exécutée avec une attention particulière, comme si la précision technique pouvait progressivement restaurer la confiance perdue. Lorsque le plat est achevé, la décision de solliciter une nouvelle évaluation marque un tournant dans son attitude. En convoquant Emmanuel Tessier, Claire Guinaud et Clotilde Armand, Rose accepte de se confronter une nouvelle fois au jugement, mais dans des conditions qu'elle choisit cette fois elle-même. L'évaluation qui en découle reconnaît la qualité du travail accompli, tout en rappelant la contrainte initiale du temps. Cette reconnaissance partielle, bien qu'insuffisante pour effacer l'échec précédent, ouvre néanmoins une possibilité de réhabilitation. L'intervention de Claire, qui plaide en faveur d'une seconde chance,
permet à Rose d'envisager la suite avec une perspective moins fermée. Dans le même temps, la découverte de Mark prend une dimension plus concrète lorsqu'il décide d'en parler à Jim Leroy. Ce moment, loin d'être une simple discussion, s'inscrit dans une logique de transmission d'une information grave, qui dépasse le cadre familial pour toucher à la sécurité même de l'Institut. En exposant les faits de manière structurée, Mark met en évidence les éléments qui rendent la thèse du sabotage crédible. La nature de la coupure, les risques associés à la tente hypoxique et les circonstances de son utilisation construisent un raisonnement difficile à contester. Jim, en recevant ces informations, comprend immédiatement que la situation ne peut être traitée comme un incident isolé. Cette prise de conscience marque un changement de perspective, car elle introduit l'idée que les tensions observées jusque-là pourraient avoir des prolongements beaucoup plus graves. L'Institut, jusqu'ici perçu comme un lieu de compétition intense mais encadré, devient un espace où la méfiance s'installe progressivement. Dans ce climat nouveau, chaque relation, chaque conflit, chaque rivalité peut désormais être interprétée sous un angle différent. La question de l'intention devient centrale, et avec elle surgit une interrogation fondamentale qui dépasse les enjeux académiques. Si quelqu'un a réellement saboté l'installation, alors il ne s'agit plus seulement de conflits internes, mais d'un acte qui aurait pu entraîner des conséquences irréversibles. Et dans cette hypothèse, une réalité s'impose avec une brutalité croissante. Quelqu'un, au sein de l'Institut, a peut-être voulu attenter à la vie de Rose Latour. La tension qui s'installe progressivement au sein de l'Institut ne se manifeste pas immédiatement par des éclats visibles, mais plutôt par une modification subtile des comportements, comme si chaque individu commençait inconsciemment à réévaluer son environnement. Depuis que Mark Leroy a compris la nature réelle du sabotage, une ligne invisible s'est tracée entre l'avant et l'après, transformant chaque détail en élément potentiellement significatif. Dans ce climat de suspicion diffuse, Rose Latour tente de maintenir une apparence de normalité, bien que son état intérieur reste fragile. Le fait d'avoir obtenu une seconde chance grâce à l'intervention de Claire Guinaud agit comme un point d'ancrage, mais cette stabilité demeure précaire, car elle repose sur un équilibre émotionnel encore instable. Chaque regard, chaque parole peut encore la faire vaciller, même si elle s'efforce de ne plus le montrer. Dans les cuisines, son attitude a changé de manière perceptible. Là où l'hésitation dominait encore quelques heures auparavant, une concentration plus rigoureuse s'installe. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit aux autres, mais à retrouver une cohérence dans son propre travail. Cette évolution, bien que discrète, est observée par Clotilde Armand, qui comprend que sa sœur est en train de se reconstruire, non pas en réaction aux critiques, mais en redéfinissant ses propres repères. Cependant, cette tentative de reconstruction ne se fait pas dans un vide. L'environnement dans lequel Rose évolue reste chargé de tensions, notamment en raison de la présence constante de Emmanuel Tessier, dont l'attitude n'a pas évolué. Fidèle à sa logique d'exigence absolue, il continue d'évaluer les situations avec une froideur qui ne laisse place à aucune considération personnelle. Même si les résultats techniques sont au rendez-vous, il ne manifeste aucun signe de reconnaissance qui pourrait apaiser les tensions. Cette rigidité contribue à maintenir une pression constante sur Rose, qui doit désormais avancer sans attendre de validation extérieure. Dans ce contexte, sa progression devient presque introspective, comme si elle devait se convaincre elle-même de sa légitimité avant de pouvoir espérer la faire reconnaître par les autres. Pendant ce temps, la dynamique autour du restaurant éphémère continue d'évoluer sous l'effet de la nomination de Lionel Lano. Ce dernier, bien qu'ayant prouvé ses compétences, se retrouve dans une position délicate, car il doit désormais gérer non seulement l'aspect culinaire, mais aussi les relations humaines au sein de l'équipe. Les réactions de Tom Azem et de Julia Leroy ne se sont pas apaisées, malgré le moment de rapprochement qu'ils ont partagé. Leur relation reste marquée par une ambivalence constante, oscillant entre confrontation et attraction, ce qui rend toute collaboration instable. Dans un cadre aussi exigeant que celui du restaurant, cette instabilité devient un facteur de risque, susceptible de compromettre le bon déroulement du service. Lionel, conscient de ces tensions, tente d'instaurer une forme de discipline collective, mais il se heurte rapidement aux limites de son autorité. Le fait d'être récemment nommé à ce poste ne lui confère pas encore une légitimité pleinement acceptée, et chaque décision qu'il prend est implicitement évaluée, voire contestée. Dans ce contexte, Enzo Lopez observe attentivement l'évolution de la situation. Son rôle, bien que moins visible, reste déterminant, car il doit s'assurer que le projet du restaurant ne soit pas compromis par des conflits internes. Il comprend que la réussite du concept repose autant sur la qualité des plats que sur la capacité de l'équipe à fonctionner de manière cohérente.
Parallèlement à ces enjeux visibles, l'inquiétude liée au sabotage continue de se développer en arrière-plan, prenant une dimension de plus en plus structurante dans la perception des événements. Marc Leroy, désormais convaincu qu'il ne s'agit pas d'un accident, commence à envisager les implications de cette découverte de manière plus systématique. Il ne se contente plus d'observer, mais tente de reconstituer les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis. Cette démarche, bien que discrète, marque une transition vers une forme d'enquête informelle, où chaque élément du contexte peut potentiellement fournir un indice. La question du timing, de l'accès au matériel, des personnes présentes à proximité de l'attente devient centrale dans son raisonnement. Dans cette perspective, la figure de Jim Leroy prend une importance particulière, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'étudiant intégré dans le quotidien de l'Institut. Leur échange précédent ne constitue qu'un point de départ, car il ouvre la voie à une réflexion commune sur les risques encourus et sur la nécessité d'agir avec prudence. Jim, en intégrant cette nouvelle grille de lecture, commence lui aussi à percevoir différemment les interactions autour de lui. Ce qui relevait auparavant de tensions classiques entre élèves ou enseignants peut désormais être interprété comme le signe d'un conflit plus profond, susceptible de dériver vers des actions extrêmes. Dans le même temps, Rose Latour reste totalement inconsciente de la gravité de la situation. Pour elle, le combat se situe encore sur un plan professionnel et personnel, sans qu'elle puisse imaginer que sa sécurité physique ait pu être menacée. Cette ignorance renforce le contraste entre sa perception et celle de Marc, créant un décalage dramatique qui ne peut que s'accentuer. Plus les heures passent, plus l'idée que quelqu'un ait pu agir dans l'ombre s'impose comme une réalité difficile à contourner. L'Institut, avec ses règles strictes et son image d'excellence, devient paradoxalement un espace où les tensions peuvent se cristalliser de manière dangereuse. Ce basculement, encore invisible pour la majorité, prépare le terrain à une confrontation inévitable. Car une fois qu'un doute de cette nature s'installe, il ne disparaît pas de lui-même. Il évolue, se précise, et finit par exiger des réponses. Et dans cette progression silencieuse, une certitude commence à émerger. Ce qui s'est produit avec la tante hypoxique n'est probablement que la première manifestation d'un conflit plus profond. Un conflit dont les véritables enjeux restent encore dissimulés, mais dont les conséquences pourraient bientôt éclater au grand jour. À mesure que la journée avance, une tension plus diffuse mais persistante s'installe dans l'ensemble de l'Institut, comme si les événements récents avaient altéré l'équilibre fragile qui régissait jusque-là les relations entre les différents acteurs. Rien n'est encore ouvertement déclaré, mais les regards changent, les silences s'allongent, et certaines conversations s'interrompent dès qu'un tiers s'approche. Dans ce climat instable, Marc Leroy poursuit sa réflexion avec une rigueur croissante. Ce qu'il a découvert ne peut rester sans suite, car les implications dépassent largement le cadre d'un simple incident interne. Il commence alors à envisager non seulement les faits, mais aussi leurs conséquences, en mesurant ce que signifierait l'existence d'un individu prêt à franchir une limite aussi extrême. Son analyse ne se limite plus à la matérialité du sabotage. Elle s'élargit au comportement, aux tensions, aux rapports de force qui traversent l'Institut. Chaque conflit récent prend une nouvelle dimension, car il devient potentiellement révélateur d'une intention plus grave. Cette évolution du regard transforme progressivement l'environnement en un espace où la confiance n'est plus acquise. Dans le même temps, Jim Leroy, désormais informé de la situation, adopte lui aussi une posture plus attentive. Sa perception des interactions quotidiennes change, car il ne peut plus ignorer la possibilité qu'un danger réel soit présent autour de lui. Cette prise de conscience agit comme un filtre, modifiant la manière dont il interprète les comportements des autres étudiants. Parallèlement, Rose Latour continue d'avancer dans sa tentative de reconstruction, sans soupçonner l'ampleur du danger qui la concerne. Son énergie reste focalisée sur la dimension professionnelle, sur la nécessité de prouver qu'elle est encore capable de tenir son rôle malgré les critiques. Cette focalisation, bien qu'essentielle pour sa stabilité, la maintient dans une forme d'ignorance qui la rend vulnérable. Dans les cuisines, son attitude reflète cette volonté de maîtrise retrouvée. Elle ne cherche plus à compenser ses erreurs par une suractivité désordonnée, mais s'inscrit dans une démarche plus structurée, où chaque décision est réfléchie. Cette évolution est perceptible pour ceux qui l'observent, notamment Clotilde Armand et Claire Guinaud, qui voient en elle les signes d'un retour progressif à l'équilibre. Cependant, cette amélioration reste fragile, car elle s'inscrit dans un environnement où les tensions ne sont pas résolues. Emmanuel Tessier, fidèle à son exigence, ne modifie pas son comportement, maintenant une pression constante qui empêche toute forme de relâchement. Cette attitude, cohérente avec sa vision de l'excellence, contribue néanmoins à maintenir une atmosphère de tension permanente. Dans un autre registre,
la situation du restaurant éphémère continue de cristalliser les frustrations. Lionel Lano, en tant que responsable, doit désormais faire face aux conséquences concrètes de sa nomination. Les attentes placées en lui sont élevées, et les critiques, parfois implicites, rendent sa position instable. Les interactions avec Tom Azem et Julia Leroy restent particulièrement délicates, car leur relation, marquée par une tension émotionnelle forte, ne permet pas une collaboration fluide. Leur rapprochement récent n'a pas apaisé les conflits, mais a plutôt ajouté une couche supplémentaire de complexité, rendant leur réaction encore plus imprévisible. Dans ce contexte, Lionel tente d'instaurer une organisation claire, mais il se heurte à la difficulté de faire accepter son autorité par des pairs qui contestent implicitement sa légitimité. Cette situation met en évidence les limites d'un leadership basé uniquement sur la compétence technique, sans reconnaissance collective immédiate. Enzo Lopez, en observateur attentif, perçoit ces fragilités et comprend que la réussite du projet dépendra de la capacité de l'équipe à dépasser ces tensions internes. Son rôle consiste désormais à accompagner cette transition, en trouvant un équilibre entre exigence et cohésion. Pendant ce temps, la réflexion de Mark évolue vers une nécessité d'action. L'idée que le sabotage puisse rester sans conséquence lui apparaît de plus en plus inacceptable, car elle reviendrait à ignorer un risque majeur. Il commence alors à envisager les démarches à entreprendre, en pesant les implications d'une éventuelle alerte. Signaler un tel acte implique de reconnaître officiellement qu'un danger existe, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'image de l'Institut. Mais ne rien faire reviendrait à exposer davantage les personnes concernées, en particulier Rose Latour. Cette tension entre prudence et responsabilité constitue le cœur de son dilemme. Chaque option comporte des risques, et aucune ne garantit une résolution immédiate. Dans ce contexte, le temps devient un facteur déterminant, car plus la situation reste floue, plus le danger potentiel persiste. Dans le même temps, l'absence d'éléments visibles complique l'identification d'un éventuel suspect. Aucun comportement ne permet de désigner clairement un responsable, ce qui renforce le sentiment d'incertitude. Cette absence de preuves directes alimente une forme de méfiance généralisée, où chacun peut potentiellement être perçu comme impliqué. Cette évolution transforme progressivement l'Institut en un espace où les relations ne reposent plus uniquement sur la confiance ou la rivalité, mais sur une interrogation plus fondamentale: jusqu'où quelqu'un serait-il prêt à aller pour atteindre ses objectifs? À ce stade, aucune réponse définitive n'émerge, mais une certitude s'impose avec de plus en plus de force. Le sabotage de la tente hypoxique n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, dont les contours restent encore flous, mais dont l'existence ne peut plus être ignorée. Cette prise de conscience marque une étape décisive, car elle prépare le terrain à une confrontation inévitable entre la vérité et ceux qui cherchent à la dissimuler. Et alors que la journée touche à sa fin, une tension latente continue de s'accumuler, comme si chaque instant rapprochait un peu plus l'Institut d'un point de rupture. À la fin de la journée, l'Institut semble retrouver une apparence de normalité, mais cette impression ne repose que sur une surface fragile qui masque des tensions bien plus profondes. Les couloirs se vident progressivement, les cuisines retrouvent leur calme après l'agitation des services, et pourtant, quelque chose a changé de manière irréversible dans la perception des événements. La découverte de Mark Leroy continue de produire ses effets, non pas de manière spectaculaire, mais à travers une réflexion de plus en plus structurée qui le pousse à envisager les implications de ce qu'il a compris. Il ne s'agit plus seulement d'une hypothèse, mais d'une conviction qui s'impose à lui avec une force croissante: le sabotage de la tente hypoxique ne peut être le fruit du hasard. Dans cette logique, la question de l'intention devient centrale, car elle détermine la nature même du danger. Si quelqu'un a agi volontairement, alors cet individu n'a pas seulement enfreint une règle, il a franchi une limite fondamentale, celle qui sépare la rivalité de la violence. Cette prise de conscience oblige Mark à reconsidérer l'ensemble du contexte dans lequel il évolue. Dans le même temps, Jim Leroy partage cette inquiétude, bien qu'il tente de la contenir. Leur échange précédent a créé une forme d'alliance implicite, fondée sur la nécessité de comprendre avant d'agir. Cette prudence, bien que justifiée, ne peut être maintenue indéfiniment, car elle repose sur une incertitude qui ne cesse de s'amplifier. Parallèlement, Rose Latour poursuit son chemin sans avoir conscience de la menace qui la concerne directement. Son énergie reste concentrée sur sa reconstruction professionnelle, sur la volonté de prouver qu'elle est capable de dépasser l'échec qui lui a été reproché. Cette détermination, bien que positive, s'inscrit dans un contexte où elle ignore encore l'essentiel. Dans les cuisines, son travail témoigne d'une rigueur retrouvée. Elle ne cherche plus à répondre aux attentes des autres,
mais à retrouver une cohérence interne, une forme de justesse qui lui permet de se réapproprier son rôle. Cette évolution est perceptible, notamment pour Clotilde Armand et Claire Guinaud, qui voient en elle les signes d'un redressement progressif. Cependant, cette progression reste exposée à l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Emmanuel Tessier, en maintenant son exigence et son absence de concession, contribue à créer une pression constante qui empêche toute stabilisation durable. Cette tension, bien qu'inscrite dans la logique de l'Institut, prend ici une dimension particulière, car elle s'ajoute à une menace invisible. Dans un autre registre, la situation du restaurant éphémère continue de refléter les déséquilibres internes. Lionel Lano, malgré ses compétences, doit faire face à une contestation latente qui fragilise sa position. Les tensions avec Tom Azem et Julia Leroy ne se résolvent pas, car elles reposent sur des enjeux émotionnels qui dépassent le cadre professionnel. Leur relation, marquée par une attraction conflictuelle, introduit une instabilité permanente qui complique la gestion du groupe. Dans ce contexte, Lionel doit non seulement assurer la qualité du service, mais aussi maintenir une cohésion qui semble constamment menacée. Enzo Lopez, en observant cette situation, comprend que les difficultés rencontrées ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans une dynamique globale où les tensions individuelles s'additionnent pour créer un climat général d'instabilité. Dans ce contexte, la réflexion de Marc atteint un point critique. L'idée de garder le silence lui apparaît de moins en moins tenable, car elle reviendrait à accepter un risque qu'il juge inacceptable. La nécessité d'agir devient alors une évidence, même si les modalités de cette action restent à définir. Signaler officiellement le sabotage implique d'exposer l'Institut à une situation délicate, mais ne rien faire reviendrait à laisser la menace se développer. Ce dilemme, loin d'être théorique, s'inscrit dans une réalité où chaque décision peut avoir des conséquences importantes, tant sur le plan individuel que collectif. À ce stade, une certitude s'impose progressivement. Quelqu'un, au sein même de l'Institut, a franchi une limite qui ne peut être ignorée. Cette réalité transforme profondément la nature des relations, car elle introduit un doute qui ne peut être facilement dissipé. Chaque interaction devient potentiellement significative, chaque conflit peut être interprété comme un indice. Dans cette atmosphère chargée, l'Institut cesse d'être uniquement un lieu d'apprentissage pour devenir un espace où la vérité doit être recherchée, malgré les résistances qu'elle peut susciter. Et au cœur de cette tension grandissante, une question demeure, plus pressante que jamais. Qui en veut réellement à Rose Latour ?